Takana, c'est quelqu'un qui a fait dérouter la moitié de la jeunesse guinéenne. Des gens qui chantent pour le chanvre indien ou pour la marijuana. Qu'est-ce que tu peux? Tu peux être un bon chanteur, mais tu peux être un chanteur nuisible à ta société. Mais les artistes guinéens n'ont pas d'avenir, n'ont pas de perspective, n'ont pas de vision, n'ont pas d'ambition. C'est des artistes qui sont dans une logique, une seule, c'est chanter en Guinée, être reconnu par la population, le peuple guinéen, acclamé, être des stars en Guinée, des vedettes en Guinée, et c'est terminé. Il faut que les artistes guinéens acceptent d'aller à l'école. La culture guinéenne aujourd'hui, pour moi, elle est en agonie. Elle est hospitalisée. Le ministère de la Culture ne se résume pas qu'aux artistes chanteurs. Pourquoi on se focalise sur les artistes? Parce que c'est eux qui font trop de bruit pour rien. Le mérite n'est pas vanté en Guinée, le mérite n'est pas récompensé en Guinée, c'est la médiocrité. On est encore à ce niveau. Alpha Blondy, c'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect. C'est un vieux père qui veut s'éterniser au pouvoir aujourd'hui dans le reggae africain. C'est eux qui disent que les premiers ennemis de l'Afrique, c'est les Africains. C'est eux-mêmes qui disent ça. Les musulmans et les chrétiens aujourd'hui qui jouent avec l'islam et le christianisme. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers internautes, vous qui nous avez choisis sur Soudou TV. Nous vous rappelons que vous êtes avec votre présentateur Souleymane Gaya Diallo. Vous êtes dans votre émission Yewti Dané. Aujourd'hui, nous avons un invité, un jeune très engagé, comme vous le savez très bien. Il s'agit bien sûr de Eli Kamano. Quand on parle d'Eli Kamano en Guinée, comme vous le savez bien sûr, il est au-delà de la Guinée, il est au-delà des frontières. C'est bien sûr quand on parle d'Eli Kamano, on parle de l'Afrique, on parle d'un jeune à l'international. Alors aujourd'hui, nous disons, Monsieur Eli Kamano, bonsoir, soyez les bienvenus dans notre émission Yewti Dané, c'est sur Soudou TV. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je suis Eli Kamano, comme il le dit. Voilà, je suis dans l'émission Soudou TV pour parler d'un certain nombre de choses et d'une certaine thématique qui concerne la jeunesse africaine, la jeunesse guinéenne en particulier. Et alors, Eli Kamano, un artiste, chanteur, quelqu'un qui est très engagé dans la musique et au-delà de la musique, aujourd'hui, comme vous le savez bien sûr, la jeunesse guinéenne est à la recherche des voies de développement pour la réussite, pour s'épanouir. Et vous, vous avez dit que cette voie, c'est la musique, mais pas n'importe laquelle. Et aujourd'hui, dites-nous concrètement, quel est votre regard par rapport à l'espace culturel ou l'espace musical guinéen que vous êtes en train de vivre et vous suivez de près, surtout avec cette nouvelle génération? Écoutez, comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui le regard que je porte sur l'évolution de la culture et de la musique guinéenne est un regard, je décrirais ce domaine sans complaisance, je donnerais mon avis sans complaisance. Il faut reconnaître que aujourd'hui on est en train de vider complètement la culture guinéenne de son sens historique. Quand je parle de sens historique, de contenu historique, je veux dire par là que la Guinée a été ce pays qui a inspiré sur le plan culturel plusieurs pays en Afrique. La Guinée a été l'ambassadrice, je veux dire, culturelle de l'Afrique à l'ONU, notamment à travers les ballets africains. Effectivement. La Guinée a été le premier ou un des premiers pays pionniers qui a mis en place des orchestres, pas les moindres, tels que les Bembeya Jazz de Guinée, qui étaient une identité culturelle pour l'Afrique. Je vais vous donner une petite anecdote. Oui. J'ai participé ici à un festival qu'on appelle le FESMAN, le Festival international des arts nègres. Et ce festival, j'ai participé à ce festival avec le Bembeya Jazz de Guinée.
Pendant que nous étions à l'hôtel, à l'époque, le président Wade était le président du Sénégal. Il a envoyé une délégation spéciale chercher le groupe Bembeya Jazz de Guinée pour venir lui donner un spectacle spécial au palais présidentiel. Super. Parce que le Bembeya est un nom. Le Bembeya a été une identité africaine. Alors, voir que l'héritage du Bembeya Jazz a été anéanti, détruit avec le temps et surtout avec cette nouvelle génération, pas seulement sur le plan du rythme, mais sur le plan du contenu. Parce que la musique, ce n'est pas que le rythme, Oui, ce n'est pas que la cadence, c'est le message. il y a la sémantique. Pour moi, toute musique, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, qui s'attelle à décrire la beauté des nuages, qui ne pose pas le débat, le problème social dans sa musique, ce n'est pas une musique. C'est des acteurs qui amusent la galerie. Donc, chaque citoyen, quel que soit ce que tu fais, que ce soit de l'art, de la poésie, que ce soit de la peinture, que ce soit de la musique, que ce soit n'importe quel style que tu fais, tu dois pouvoir transmettre à travers ton art les problèmes sociaux qui assaillent ou qui minent la société qui t'a engendré. La réalité exactement. Que Sinon, ça devient une trahison. Donc la musique guinéenne aujourd'hui, la culture guinéenne aujourd'hui, pour moi, elle est à l'agonie. Elle est hospitalisée. Elle est sous anesthésie. Parce que des artistes ont décidé de pactiser et de faire l'apologie du mal. Ils ont mis leur voix à la disposition du mal. Et ça, ce n'est pas le rôle d'un artiste. L'artiste est un lanceur d'alerte. C'est un éveilleur de conscience. Mais selon vous, comment cette jeunesse est arrivée à perdre cette référence que vous avez citée? Ce n'est pas la jeunesse qui a perdu la référence. C'est les porteurs de messages. Vous savez, aujourd'hui... Oui, quand je parle de la jeunesse, je parle de la jeunesse qui est engagée dans le cadre de la culture, en fait, de la musique. Oui, ceux qui sont engagés dans le cadre de la musique, c'est des messagers qui, aujourd'hui, sont vus comme étant des porte-voix de toute une jeunesse. Et la jeunesse s'identifie à eux. Voilà pourquoi je dis souvent aux artistes, soyez de bons exemples. Soyez de bons exemples. Parce que si vous n'êtes pas de bons exemples, les enfants ou les jeunes qui arrivent après peuvent s'inspirer de vous. Et l'inspiration, parfois, on est impacté par des gens dont la musique nous touche le cœur. Parce que la musique a un pouvoir d'attraction qu'il ne faut pas oublier. Un pouvoir d'attraction très fort et très puissant. Lorsque vous aimez un artiste par sa musique, par son style, même par son style vestimentaire, vous avez tendance même à vous habiller comme lui. Effectivement. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour vous dire que l'impact de la musique sur la société et sur la jeunesse, elle est énorme. Il est énorme, je veux dire. Alors, autant l'impact est énorme, autant les artistes doivent être conscients du rôle qu'ils doivent jouer au sein de la société. Mais aujourd'hui, Elika Mano, depuis des années, vous êtes en train de chanter, vous êtes dans la culture musicale guinéenne, mais comment vous avez fait pour ne pas conscientiser cette jeunesse à pouvoir vraiment suivre le chemin dont vous avez voulu? Non. À la base, chacun est libre de choisir la voie qu'il veut dans la vie. Ça, c'est un choix. Mais ça n'empêche aujourd'hui qu'Elika Mano est une référence et porteur de voix. Beaucoup de jeunes, si j'imagine par exemple vers les années 2008, Elika Mano, lorsque vous chantiez bien sûr, c'était un message plus fort quand même. Mais vous parlez de l'année 2008. Vous savez que 2008, c'est ce qui est arrivé avec l'arrivée de Takana. Takana, c'est quelqu'un qui a fait dérouter la moitié de la jeunesse guinéenne dans les stupéfiants. Ça, on ne peut pas le casser. Il faut appeler le chien par son nom. Lorsque vous parlez de 2008, c'est l'année à laquelle j'étais au trône de mon art. Vous comprenez? Ouais. Et ce trône-là, ce art dont je parle, c'est de l'art qui conscientisait la jeunesse guinéenne et la jeunesse africaine. C'est de l'art qui guidait les jeunes et qui guidait toute une société, toute une génération. Mais il y a eu des artistes qui sont arrivés avec un autre calendrier, avec un autre agenda, avec un autre contenu. Et qu'est-ce que vous pouvez? Mais vous, à votre place, Moi, à votre niveau, comme qu'est-ce l'a que vous avez dit, fait? je viens, comme l'a dit Fran Fanon, chaque être humain naît libre dans une société et découvre sa mission. Maintenant, à lui
d'accomplir sa mission ou de la trahir. Moi, j'ai accompli ma mission. Mon rôle, c'est d'éveiller et de lancer des alertes, d'éveiller la conscience léthargique de la jeunesse. Et c'est ce que je fais jusque-là. Je ne faillis pas à ma mission. Mais ce que je ne pourrais pas faire, c'est d'amener des gens ou d'obliger les gens à me suivre dans mon combat. Tu ne peux pas les obliger. Parce qu'il y a une culture démocratique aussi qu'il faut observer et respecter. Oui. Donc, lorsque Paul ou Pierre décident de suivre des gens qui chantent pour le chanvre indien ou pour la marijuana, qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux rien. Tu ne peux que constater les dégâts. Mais vous pouvez quand même faire appel à cette jeunesse, parce que la jeunesse, à un moment donné, ce n'est pas seulement la musique, mais aussi ils ont besoin d'accompagnement, d'encadrement. Est-ce que vous avez joué ce rôle-là? Oui, mais on encadre les gens lorsque nous-mêmes, on a les moyens de les encadrer. Parce que l'encadrement, au niveau psychologique, ça, je le fais. Parce que dans mes chansons, vous le savez, dans mes sorties médiatiques, dans mes interventions, je n'arrête pas de recadrer les jeunes. Je n'arrête pas de dire aux jeunes, on a des défis à relever. On est dans un monde où on est en perpétuelle compétition avec d'autres nations, avec d'autres jeunesses. Et je n'arrête pas de le dire à tout moment. Il faut sortir de la Guinée pour se rendre compte que notre jeunesse est en retard. Il faut sortir de la Guinée pour se rendre compte à quel point on a clochardisé la jeunesse guinéenne. Je m'excuse du mot aussi, il est fort, mais on l'a clochardisé. Non, mais c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, quand tu es au Sénégal, quand tu es au Burkina, quand tu es dans les autres pays, tu te rends compte que eux, ils cherchent l'excellence. Mais nous, en Guinée, on cherche le minimum. C'est dangereux. Donc, cette jeunesse, moi, je n'ai pas failli à ma mission. Je l'ai toujours jouée et je continue à le faire. Lorsque vous dites ailleurs que la jeunesse est en train de chercher l'excellence en Guinée, au contraire, mais quelle est la comparaison que vous pouvez faire, par exemple, au Burkina ou au Sénégal? Qu'est-ce qui différencie? Il y a quoi de qu'est-ce qui différencie exactement l'accompagnement ou bien il y a la conscientisation? Qu'est-ce qui change exactement? Non, d'abord le niveau de prise de conscience. Vous savez, les peuples, quand ils prennent conscience, il y a des pratiques qui ne peuvent pas passer. Quelles que soient les pratiques politiciennes, ça ne passe pas. Quand les peuples sont mûrs, quand vous prenez le peuple sénégalais, vous êtes conscient, autant que moi, que la manipulation politique qui peut passer en Guinée, ça ne peut pas passer ici. Vous êtes conscient que le repli identitaire duquel les politiciens se servent comme argument pour placer tel ou tel, ou pour faire telle ou telle chose, ça ne peut pas passer dans les pays comme le Sénégal, comme le Burkina, comme le Mali. Ils ont dépassé ça. Eux, ils sont sur des grands axes et sur des grands projets. Vous comprenez? Mais chez nous, on est encore à quel niveau? On est au niveau de prendre des sous, de prendre des t-shirts, de s'aligner sous la pluie et sous le soleil pour des gens qui bâillonnent encore le peuple. On est encore au niveau où la jeunesse n'a pas de projet fiable. La jeunesse n'a pas de projet bancable. Et une partie de la jeunesse qui a des projets fiables, le mérite n'est pas vanté en Guinée. Le mérite n'est pas récompensé en Guinée. C'est la médiocrité. On est encore à ce niveau où la médiocrité est fêtée, est magnifiée et acclamée. Où les blogueurs qui passent le temps à injurier avec des gros mots, avec des monstruosités sur les réseaux sociaux sont récompensés. Où les jeunes qui ont des initiatives, vraiment des initiatives qui peuvent aller dans le sens d'aider d'autres jeunes, ou de vendre l'image de la Guinée, l'image de marque de la Guinée à l'extérieur, ces jeunes sont mis dans le placard. Voilà la différence. Mais vous partez dans les autres pays, ici au Sénégal, mais laissez-moi vous dire que j'ai été invité à plusieurs panels ici au Sénégal. J'ai été invité à plusieurs festivals au Sénégal, au Burkina, au Mali. Mais le niveau de prise de conscience ou le niveau de conscientisation, c'est différent. Ici, il y a des panels où on m'invite, où on parle de panafricanisme. Des vrais panels où on parle de la lutte des Africains par rapport à tout ce qu'on a subi dans notre pays, dans notre Afrique. Mais en Guinée, ça c'est des choses qui n'existent pas. On est beaucoup plus rabattu, on se rabat beaucoup plus sur des questions de futilité, des questions futiles. Mais qui devrait prendre ces initiatives en Guinée? Ces initiatives sont prises par certains jeunes, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est des jeunes qui ne sont pas
qui ne sont pas considérés, qui ne sont pas accompagnés. Et c'est ça le mal. Ceux qui sont censés le faire, ils demandent en retour à ces jeunes des choses que ces jeunes ne peuvent pas faire, ne peuvent pas donner en retour. Lorsque vous demandez à un jeune entrepreneur d'aller sur les réseaux sociaux, d'insulter Paul ou Pierre à cause de vous, ou parce que en échange d'une aide, ça devient compliqué. Lorsque vous demandez à un jeune qui ne sait faire que de l'entrepreneuriat, vous lui demandez d'aller sur les réseaux sociaux, insulter Paul ou Pierre à cause de vous, ça ne peut pas marcher. Parce que lui, ce qu'il sait faire, c'est créer. Ce qu'il sait faire, c'est trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Alors lui, tu lui dis non, 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 il faut te mettre dans la danse parce que tout le monde est dans la danse de telle chose. Toi, tu n'es pas dedans, on ne te voit pas faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas amener des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui réfléchissent et qui mettent en place des projets. Vous ne pouvez pas les amener dans des projets qui n'ont rien à voir avec le développement de la Guinée, de certains secteurs. Mais aujourd'hui, quel est votre regard par rapport au déroulement des politiques publiques au niveau, par exemple, des ministères de la Culture et autres? Parce qu'à un moment donné, vous étiez quelqu'un qui même très proche du gouvernement à un moment donné. Lorsque Mamadi Doumbouya est arrivé, il nous a promis une des choses que je ne vais jamais oublier. Il a dit la politisation de la chose publique est terminée. Il avait dit ça dans ses promesses, dans son discours. On est d'accord? Mais aujourd'hui, la chose publique, comme tu le dis, est politisée à outrance. Au niveau de la culture. Mais j'arrive. J'arrive. Mais la politisation de la chose publique, qui encourage cela? Qui fait cette promotion? C'est la culture. Parce que la culture est un secteur qu'on met à contribution pour asseoir une dictature, pour asseoir le mensonge d'État. Parce que le mensonge d'État, pour l'entretenir, pour l'asseoir et pour le faire passer, pour le faire avaler auprès de la population, il faut passer par les hommes de culture. C'est-à-dire, on considère les hommes de culture comme étant les détenteurs de la vérité sociale. Et cette vérité, parce que la population écoute la musique de ces gens. Donc, on passe par eux pour asseoir le gros mensonge étatique. Donc, la politisation de la chose publique, aujourd'hui, à outrance, nous assistons à cela à travers le ministère de la Culture qui met beaucoup de moyens pour que tous les artistes soient dans l'esprit du CNRD. Mais quand même, vous ne pouvez pas nier les efforts qu'ils sont en train de faire au niveau des artistes aujourd'hui. L'octroi des voitures, des véhicules, l'octroi des milliards, parce qu'ils chantent pour Il assiste également les artistes? Non, c'est ce que je dis. L'octroi des milliards, le fait de vider les caisses de la Guinée, de dévaliser le pays pour donner aux artistes qui n'ont pas d'entreprise pour employer d'autres Guinéens, qui prennent cet argent pour aller entretenir leurs petites copines. C'est ça, les efforts? Moi, je suis désolé. Monsieur Kamano, à quel moment vous avez compris que votre voix peut constituer aujourd'hui un métier au-delà de la musique? Depuis que j'ai commencé à chanter, j'ai compris que ma voix constitue une force et une arme. Et je l'ai dit aux gens, tu peux être un bon chanteur, mais tu peux être un chanteur nuisible à ta société. Parce qu'un chanteur qui n'est pas utile à sa société, c'est un chanteur qui met sa voix au service justement du mal. Donc, moi, dès que j'ai commencé, du moment où j'ai commencé à chanter, à me faire entendre, j'ai réalisé que ma voix était une force et une arme. Et que je pouvais l'utiliser pour poser le débat social au cœur de mon art. Et c'est ce que je fais. Je me sers de ma voix pour défendre une cause. Je sais que c'est difficile. La lutte est très difficile, mais sa cause est très noble. C'est pourquoi je continue et je continuerai à mener ce combat. Y a-t-il des morceaux où vous avez parlé du chômage, des opportunités des jeunes? Bien sûr. La majeure partie de mes chansons, je pense que mon répertoire, il y a pas mal de titres. Quand je lève la voix contre les dirigeants, c'est par rapport à la malgouvernance. Et la malgouvernance, bien sûr que la jeunesse, pour moi, est au centre du débat, est au cœur même du débat.
Oui, je parle au-delà des politiques, parce que lorsque vous adressez trop aux dirigeants, donc la jeunesse voit cela comme étant des choses politiques. Est-ce que vous chantez pour attirer la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat à travers votre voix? Désolé, ne politisez pas le fait de critiquer les dirigeants. Parce que si vous politisez cette voix, ça veut dire que vous êtes en train de dire que le fait de les critiquer, de leur dire que vous êtes des gouvernants et les gouvernés ne sont pas satisfaits de votre gouvernance, vous politisez cela. Non. N'importe quel citoyen peut aujourd'hui s'adresser aux gouvernants et peut faire l'état des lieux par rapport à la malgouvernance. Ça, ce n'est pas politique. Alors, le faire, c'est leur dire donnez de la place à ces jeunes. Le faire, c'est leur dire arrêtez l'injustice. Le faire, c'est leur dire repartissez les ressources de la Guinée convenablement et équitablement. Ça, ce n'est pas politique. Donc pour moi, la musique que je fais, c'est de lancer des alertes et de rappeler aux gouvernants qu'ils ont failli quelque part. Et le fait de faillir, c'est le fait de refuser de donner des opportunités aux jeunes. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des clans. On appelle ça le clanisme. Ils créent ce qu'on appelle le népotisme, c'est-à-dire ils approchent que leurs parents, ils les mettent à des postes de responsabilité. C'est le repli identitaire, c'est le communautarisme, c'est le régionalisme. Et c'est ce que nous combattons, c'est ce que nous dénonçons. Ça, ce n'est pas politique. Nous voulons que le mérite soit célébré. Et nous voulons que la chance d'égalité, l'égalité de chance, de mérite, soit accordée à tout le monde, à tous les Guinéens. C'est ça. Mais aujourd'hui, selon vous, pourquoi la jeunesse guinéenne, quand je parle de la jeunesse guinéenne, je parle toujours des artistes, ont mal à transformer leur voix ou leur engagement en de revenus aujourd'hui? Parce qu'ils doivent être des entrepreneurs dans leur chemin quand même. Oui, mais l'art déjà, c'est une entreprise. L'art, c'est l'entrepreneuriat. Ça, il faut pas le... Il y a des artistes aujourd'hui qui sont des multimilliardaires. Ouais. Mais nos artistes sont paresseux. Mais comment ils peuvent y arriver? Nos artistes... Bon, allez-y. Comment ils peuvent arriver à cela? Parce que lorsque vous parlez d'ailleurs des artistes qui sont des milliardaires parce ou qu'ils n'ont millionnaires... pas de perspective, ils n'ont pas de vision. Vous avez dit tout à l'heure à mes présentant que je suis un artiste international. Comment je fais pour tenir hors de la Guinée? Parce que le pouvoir de Conakry a pensé qu'en sortant de la Guinée, en étant en exil, j'allais vivre. Je n'allais pas pouvoir tenir à cause des... Parce qu'ils ne savent pas qu'avant, aujourd'hui, j'étais déjà sorti de la Guinée, ma musique avait déjà traversé les confins de nos frontières. Il y a ça. Mais les artistes guinéens n'ont pas d'avenir, n'ont pas de perspective, n'ont pas de vision, n'ont pas d'ambition. C'est des artistes qui sont dans une logique, une seule, c'est chanter en Guinée, être reconnu par la population, le peuple guinéen, acclamé, être des stars en Guinée, des vedettes en Guinée, et c'est terminé. Ça s'arrête là. Mais moi, j'ai une vision. Moi, ma vision, c'est être la future star du reggae africain après Alpha et Tiken. Je me suis inscrit dans cette logique. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi, aujourd'hui, si je vis grâce à ma musique, je fais des concerts au Niger, j'ai un cachet. Mon dernier concert que j'ai fait au Niger, on m'a payé 10 millions de francs CFA. Je fais des concerts au Burkina Faso. Et là où je suis, j'ai une tournée que je prépare dans 3 pays africains. Et j'ai un concert qui est prévu en Allemagne, dans une salle de plus de 3000 personnes. Donc, cela n'est possible que lorsque vous avez une vision sur le long terme. Mais c'est des gens qui ont une vision sur le court terme. Mais est-ce qu'ils ont de la formation d'abord? Est-ce que la jeunesse est formée? Parce que ce n'est pas seulement les ambitions. Est-ce qu'ils ont un encadrement? Est-ce qu'ils sont formés pour cela? Je pense que la formation, c'est une chose. Mais la vision, c'est toute autre chose aussi. Effectivement. Parce qu'on peut ne pas être formé et avoir une vision. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de bagage intellectuel, mais qui sont bien formés, qui ont une vision. Vous comprenez? Ousmane Sambène, c'était un autodidacte. Il avait de la vision. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Est-ce que vous comprenez? Et Sékou Touré, c'était un autodidacte. Il faut avoir le bon sens et avoir de la vision. Maintenant, être intellectuel, avoir des diplômes, ça c'est un fait qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui met du bon sens dans ce qu'il fait et qui a de la vision dans ce qu'il fait. Les artistes guinéens, à mon avis, c'est des gens qui sont dans le court terme, qui ne se projettent pas sur l'avenir et qui ne se projettent pas sur le monde entier. Ils sont très limités dans leur vision et la Guinée les suffit.
Elika Mano, en tant qu'icône, aujourd'hui, au-delà de votre message de conscientisation, qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui en Guinée au compte de la culture guinéenne? Bon, lorsque vous dites mettre en place, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'investissement matériel, il y a ce qu'on appelle l'investissement immatériel. L'investissement matériel, tu le fais lorsque tu as des moyens, beaucoup de moyens. Tu fais des grands studios, par exemple. Effectivement. Où tu vas faire enregistrer des artistes et tout. Et l'investissement immatériel, c'est lorsque tu fais, par exemple, des compilations, tu aides les artistes à se faire entendre. Et c'est des artistes à qui tu donnes une première chance. Parce que la première chance, c'est aider quelqu'un qui n'a pas les moyens d'apparaître sur une compilation, par exemple, ou d'avoir sa voix sur le marché international, ou d'être connu, d'être vu par d'autres personnes. Et moi, par exemple, avec mon groupe PNN, on a eu notre première chance grâce au Kill Point. Il faut le reconnaître. C'est grâce au groupe Kill Point en 1997 qu'on a eu notre première chance dans la compile Rap Coulé. Et ça nous a ouvert les portes. Et moi, ça m'a ouvert des portes. Moi, j'ai fait une compilation en Guinée où j'ai regroupé beaucoup d'artistes qui ont aujourd'hui eu la chance, pas tous, hein, mais il y en a qui ont eu la chance aujourd'hui d'avoir une carrière. Donc, l'investissement immatériel se situe à ce niveau. Maintenant, l'investissement matériel, j'avoue que je n'ai pas encore fait de grands studios en Guinée, à Conakry, ou bien je n'ai pas encore fait d'école de la musique où je pourrais transmettre mes connaissances, surtout dans la technique de l'écriture, parce que la composition aujourd'hui, textuelle, ça manque beaucoup aux artistes guinéens. Les artistes, ils se lancent parfois dans d'autres genres, dans d'autres styles musicaux, parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle, comme Elika Mano, d'écrire des chansons pour revendiquer ou pour dénoncer des tas de la société. Quelle est la capacité intellectuelle aujourd'hui d'Elika Mano? Non, la capacité intellectuelle ne peut pas se... Qu'est-ce que vous pouvez, vous tracez votre chemin, vous parlez, vous portez la voix de la Guinée et que les autres artistes aujourd'hui qui arrivent derrière vous ne comprennent pas? Déjà, il faut que vous compreniez que la capacité intellectuelle d'un être humain, ça se mesure aussi par son quotient intellectuel. Vous savez, on n'a pas tous le même quotient intellectuel. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup d'artistes en Guinée. Je parle avec toute modestie. Je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit. Mais c'est des gens qui fuient le débat intellectuel et qui fuient le vrai débat culturel quand il s'agit de parler de la culture, quand il s'agit de parler des faits de société. Les faits de société dont ils parlent, ils préfèrent le dire ou les chanter en malinké, en soussou, en polar. Mais quand il s'agit de réflexion intellectuelle, pour poser le débat et de donner, suite à ces réflexions, à ces analyses, des synthèses qui peuvent servir la culture, ils ne peuvent pas. Ils sont très limités. Donc vous voulez dire que lorsqu'ils chantent en polar ou ils chantent en malinké, ils ne peuvent pas en fait faire ressortir leur capacité intellectuelle à l'international? Non, ils peuvent le faire dans les langues locaux. Oui. Les locales, je veux dire, dans les langues locales. Mais en français, il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème. Ça, je le dis avec toute modestie. Franchement, nos artistes guinéens ont ce problème. Parce qu'il faut avoir une certaine élévation, un niveau intellectuel et culturel pour pouvoir débattre d'un certain sujet au niveau international. Oui, ça, au niveau international. Il faut le reconnaître. Ça, ce n'est pas Elika Mano qui le dit. Ça, c'est les faits. Donc, pour moi, si il y a blocus au niveau de l'expansion, justement, ou de la prolifération des artistes guinéens sur le marché international par rapport aux artistes maliens, par rapport aux artistes ivoiriens qui parlent français dans leurs chansons. Même un petit Ivoirien qui commence à chanter aujourd'hui, il parle français, tout le monde sait, il le chante en français. Et ils sont beaucoup plus connus au plan international que les Guinéens. Pourquoi? Parce que ce qu'ils chantent est beaucoup plus consommé à l'international. Donc, à ce niveau, il y a un vrai blocus et il y a un vrai problème. Il faut que les artistes guinéens acceptent d'aller à l'école. Aujourd'hui, quand vous prenez Moussa Kofoué et vous prenez Kabakoudou, c'est un des grands humoristes, un des plus grands humoristes africains.
Mais qu'est-ce qui fait le blocus? Qu'est-ce qui l'empêche de prendre son envol international, à votre avis? Mais les humoristes ivoiriens le lui ont dit. Ils n'ont pas manqué de le dire. Ils lui ont dit d'aller à l'école, de se former. Parce que ce qu'il fait en Soussou, s'il avait la capacité de le faire en français, son aura et sa notoriété allaient dépasser les confins et les frontières de la Guinée. On est d'accord? Mais à ce même niveau, si je peux le dire, Bapa Oumar, vous le suivez quand même? Je connais Bapa Oumar, c'est mon petit frère. Bapa Oumar, il est très fort. Bapa Oumar, il passe dans beaucoup de milieux où les artistes, les comédiens guinéens ne passent pas. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il passe dans beaucoup de milieux où les comédiens guinéens ne peuvent pas passer. Pourquoi au niveau du Parlement du rire, Oui. on ne voit pas d'humoristes guinéens là-bas, à votre avis? Pourquoi? La langue fait une barrière très sérieuse. Et cette barrière, ils ne veulent pas en tenir compte. Ils préfèrent rester dans cet état en Guinée, à chanter en malinké, en soussou, en poulard, et à prendre les voitures, les belles voitures et de l'argent, et à se limiter là-bas. C'est tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune Guinéen, un jeune artiste qui se cherche aujourd'hui, et peut-être que même il a une vision à l'international, mais il n'a pas aujourd'hui les moyens ou bien comment faire sortir pour pouvoir aller plus loin? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller aujourd'hui lorsqu'il suit Elika Mano? Un artiste, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ça qu'on parlait. La première barrière, c'est la barrière de la langue. Il faut le reconnaître. On est dans une mondialisation aujourd'hui. Le monde est mondialisé, globalisé. Alors, si vous voulez que votre musique... Je n'ai pas dit que les chansons chantées dans nos langues ne peuvent pas marcher ailleurs. Je n'ai jamais dit ça. Ça peut bien marcher. Mais ça a un niveau. Mais aujourd'hui, si vous regardez Wally Seck, il va en Guinée, il va en France, il va dans beaucoup de pays. Sans oublier que c'est une forte communauté africaine qui le suit. Wally Seck. Oui, c'est ce que je dis. C'est une forte communauté sénégalaise et africaine qui le suit. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Maintenant, si on veut parler de l'international, c'est autre chose. Si on veut parler du catalogue des Tiken des Alpha, parce que vous avez demandé un jeune qui veut être comme Elika Mano. Oui. Voilà, je réponds par rapport à moi. Si vous me dites de parler de ce catalogue-là et de ce registre, je vous dirais d'essayer de se cultiver, d'essayer d'aller au-delà de nos langues locales. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a d'autres publics à cibler. Il n'y a pas que le public guinéen, malien à cibler. C'est vrai que chanter en malinké, en poulard, en kissi, en soussou, c'est très important. C'est très important. Je ne suis pas en train de... Vous le savez. Vous savez que je suis foncièrement panafricain. Mais, encore une fois, si on veut mener une lutte et se faire comprendre par d'autres personnes et les amener à adhérer à notre lutte, il faudrait même que le message que nous véhiculons soit compris par ces gens aussi. Mais aujourd'hui, est-ce que Elika Mano se considère plus qu'artiste qu'entrepreneur ou bien il se considère plus qu'entrepreneur qu'artiste? Bon, les deux. Les deux. Je suis artiste, je suis entrepreneur. Je suis artiste, je suis entrepreneur. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Hein. Parce que être artiste, c'est être entrepreneur aussi. Hein. C'est clair. C'est les deux. Parce que là, dans mon projet d'avenir, j'ai un projet de construction de studio, un projet de mise en place de label où je vais produire des artistes. Il y a plein de projets comme ça, donc on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Dans votre son où vous avez parlé de Malaya, où vous parlez Ibé, Kouma, encore l'Afrique sans les Africains, quel lien faites-vous entre dignité et indépendance financière? Je pense que on ne peut pas parler d'indépendance financière, on ne peut pas parler de dignité, vous voyez. Et puis, non, qu'est-ce que je voulais dire? On ne peut pas parler d'indépendance financière sans parler de dignité. Lorsque on se donne la peine de parler d'indépendance financière, il faudrait déjà qu'on soit digne. Il faudrait déjà que la question de la dignité soit réglée. Parce que qui parle d'indépendance parle déjà de dignité, de souveraineté. Qui parle d'indépendance parle déjà de prise en charge personnelle. Et
si tu parles d'indépendance, ça veut dire que tu ne veux plus dépendre de l'autre. Et si tu ne veux plus dépendre de l'autre, tu veux te prendre en charge. Et qui veut se prendre en charge veut que sa monnaie lui appartienne. Qui veut se prendre en charge veut que tous les emblèmes de son pays soient nationalisés et débarrassés de tous les empreintes impérialistes et occidentales, en tout cas et coloniales. Donc, moi je pense que on ne peut pas parler d'indépendance financière si on n'est pas digne. La dignité d'abord, c'est le soubassement de tout, c'est la base de tout. C'est quand on est digne qu'on peut réclamer certaines choses, qu'on peut réclamer l'indépendance, qu'on peut réclamer la souveraineté économique, la souveraineté monétaire, politique, la souveraineté militaire et un certain nombre de choses. Mais quand on dépend des gens, c'est difficile de parler de ces questions, très difficile. On le voit à travers certains pays et certains dirigeants, ils ne sont pas indépendants parce qu'ils ne sont pas dignes, ils n'ont pas la voix libre pour dire certaines choses et pour réclamer certaines choses. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, Eli Kamano, vous recevez des témoignages de jeunes qui vous prennent comme étant un modèle? Plusieurs jeunes. Ça ne finit pas. Plusieurs jeunes. Tous les jours. Ah, ça, c'est tous les jours. Sur ma page, partout. En tout cas, ceux qui ont mon numéro, à travers les publications que je fais. Tous les jours, les jeunes ne tarissent pas d'éloges, d'encouragement. Et il y en a même qui me témoignent leur appartenance à l'idéologie, à mon idéologie, et qui veulent adhérer au parti, qui veulent mener le combat avec moi. Et c'est le plus grand réconfort que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez la carte blanche, aujourd'hui, vous avez toutes les capacités de conduire un projet. À quoi aujourd'hui on peut attendre d'Eli Kamano? Un projet, c'est-à-dire lequel? Quel genre de projet? Dans quel domaine? Dans votre combat culturel. Ah, dans mon combat culturel. Bon, le projet qui me tient à cœur. Parce qu'on parle pour les artistes qui vous suivent aujourd'hui. Oui, le projet qui me tient à cœur, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, mon projet, c'est d'entamer ma carrière internationale et ma tournée internationale. Porter le reggae guinéen et le reggae africain très haut. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les deux grands reggaeman africains qui nous restent aujourd'hui après la mort de Lucky Dubé, c'est bien Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy. Alors, ces deux reggaeman aujourd'hui sont au crépuscule de leur carrière. Vous comprenez? Ils sont au crépuscule de leur carrière. Donc il faut préparer la réponse. L'Afrique ne doit pas sombrer, le reggae africain ne doit pas mourir. Donc déjà ça c'est un grand projet pour moi. Reprendre le flambeau du reggae et porter le flambeau du reggae à leur place. Ça c'est un projet. Et ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Donc ça me tient à cœur. Même si les réseaux les portes sont fermées, ce n'est pas facile. Ah oui. Ah oui, hein. Les portes sont fermées. Ah oui, hein, les portes sont fermées. Hein. Comment ça? Bon, vous savez, lorsqu'on est un artiste qui dénonce les dictateurs, un artiste qui fait du reggae, lorsqu'on est cet artiste qui demande aux dirigeants de ne pas s'éterniser au pouvoir, il faudrait bien qu'on ait aussi une conscience qui nous permette de ne pas nous éterniser aussi à la tête ou au pouvoir dans notre domaine. Ouais. Comprenez? Alpha Blondy, c'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, un respect religieux, mais je suis désolé de dire que c'est un vieux père qui veut s'éterniser au pouvoir aujourd'hui dans le reggae africain. Donc vous voulez sa place aujourd'hui? Non, pas que je veux sa place, pas que je veux lui sa place à lui, mais je veux une place. Et cette place, je suis en train de l'avoir. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est qu'en Afrique, c'est eux qui disent que les premiers ennemis de l'Afrique, c'est les Africains. C'est eux-mêmes qui disent ça. Mais en même temps, c'est eux qui refusent de tendre la main aux autres Africains. Mais voilà, c'est paradoxal. Donc vous voulez dire un peu que la dictature n'est pas seulement politique. Elle n'est pas politique, elle est culturelle aussi. D'accord, on comprend. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, un jeune artiste très engagé vous dit aujourd'hui, je vais tout arrêter. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Je lui dirais qu'il est fou. Qu'il est fou, il n'a pas assez de couilles pour tenir la route. Il n'a pas assez de couilles pour tenir la route. Bah oui. Vous savez, il y a les musulmans et les chrétiens aujourd'hui qui jouent avec l'islam et le christianisme
sans savoir les énormes sacrifices qui ont été consentis par les prophètes pour qu'eux, ils jouent avec ces religions aujourd'hui. Ils ne savent pas les énormes sacrifices, je dis bien, qui ont été consentis pour que eux, ils soient aujourd'hui des musulmans et des chrétiens. Des gens ont été persécutés, des gens ont été tués, exécutés, assassinés. Des gens ont été excommuniés. Des gens ont été radiés de leur patrie, régnés de leur famille. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Toute action que nous entreprenons dans la vie, qui consiste à nous battre pour une entité, il faut savoir déjà que ce combat nécessite d'énormes sacrifices. Et dans ces sacrifices, il y a tout ce que je viens de citer. Il y a même parfois où ta propre famille peut être utilisée contre toi pour te combattre. Mais il faut avoir assez de couilles pour tenir la route. Ah oui, c'est compliqué. Aujourd'hui, M. Kamano, nous arrivons bientôt vers la fin de notre entretien. Quel est le message que vous avez à lancer aux artistes guinéens aujourd'hui? Le message que j'ai à lancer aux artistes guinéens, c'est de leur dire d'arrêter de trahir la mémoire de nos dévanciers. Ils n'ont qu'à arrêter de trahir la mémoire de ceux-là qui ont payé de leur sang pour ce peuple et pour ce pays, pour la liberté, pour l'indépendance de ce pays. Ils n'ont qu'à aller à l'école apprendre l'histoire de la Guinée. Parce que j'ai l'impression que les gens font de la musique par fantaisie, par imitation. Mais ils ne font pas de la musique parce que la musique, c'est une science. Mais est-ce que d'abord vous vous êtes battu pour qu'il y ait tous ces moyens-là d'abord? Est-ce que vous vous êtes battu pour que les artistes-là puissent être formés, pour qu'il y ait des écoles de formation des artistes? Parce que c'est votre combat. Ce n'est pas à moi d'envoyer quelqu'un à l'école. Moi, mon père m'a mis à l'école. Vous n'allez pas envoyer, mais est-ce que vous vous êtes battu pour qu'il y ait vraiment des écoles de formation des artistes, et cela parce que vous êtes avec les artistes quand même. Vous êtes un artiste aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un décideur politique. Moi, non, je viens. Vous avez posé une question, elle est pertinente. Je ne suis pas un décideur politique. Je suis à la tête d'un parti politique. J'ai un projet de société. Un projet de société qui parle du plan politique, économique, social, culturel de la Guinée. Mais ça, c'est mon plan à moi. Je ne suis pas encore un décideur politique. Je n'ai pas encore occupé de poste politique en Guinée pour mettre en pratique ce plan que j'ai pour la Guinée, pour la culture. Je n'ai jamais occupé de fauteuil ministériel. Alors, ce n'est pas à moi de mettre en place un schéma ou une politique visant à encadrer des artistes ou une politique visant à aider les artistes à être équipés culturellement. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je suis allé à l'école. À l'école, on m'a appris mon histoire, l'histoire de l'Afrique, et on m'a appris l'histoire de mon pays. C'est à l'école que j'ai appris l'histoire de mon pays. Et c'est à l'école que j'ai décidé de défendre mon pays et les valeurs de mon continent. Ce n'est pas mon père qui m'a mandaté, hein. Ce n'est pas ma mère qui m'a mandaté. Leur rôle a été celui de m'amener, de me scolariser. C'est mon contact avec l'école qui m'a permis de découvrir ma mission en tant que citoyen guinéen, en tant que citoyen africain. Maintenant, de ma compréhension des leçons qu'on m'a données et des notions historiques qu'on m'a données, j'ai posé le débat, j'ai tiré ma conclusion et j'ai commencé mon combat. Imaginez. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à quelqu'un? On doit t'obliger à faire ça? Ce n'est pas une question d'obliger, hein. C'est de mener le combat et de conscientiser. C'est dans ce sens que je parle. Imaginez aujourd'hui, demain, Eli Kamano au ministère de la Culture guinéenne. À quoi les artistes guinéens peuvent attendre? Ça, c'est une autre question. Oui. Parce que ce que tu as posé, la question précédente n'a rien à voir avec celle-ci. Je ne suis ni ministre, ni décideur. Mais le jour où je serai ministre, à quoi la culture doit s'attendre? Oui. D'abord, le ministère de la Culture ne se résume pas qu'aux artistes chanteurs.
C'est ce que tu dois Je le sais bien, ce n'est pas une question de dire seulement Mais pourquoi on se les... focalise sur les artistes? Je viens. Laisse-moi parler. Pourquoi on se focalise sur les artistes? Parce que c'est eux qui font trop de bruit pour rien. Oui, dans ce département-là, c'est eux qui font trop de bruit pour rien. Ils font trop de tapage pour rien. Pendant que ce qu'ils font, il n'y a pas de rentabilité. Les artistes guinéens aujourd'hui coûtent très cher à l'État guinéen. Au ministère de la Culture, il n'y a pas que les artistes. Ce département ne regorge pas, n'abrite pas que les artistes. Mais les artistes coûtent beaucoup plus cher. Quand on prend le BGDA, le Bureau guinéen des droits d'auteur, il y a plus de 3 000 à 4 000 artistes aujourd'hui en Guinée. Mais n'importe quel artiste qui a chanté un single qui n'est même pas connu sur le marché est capable d'aller au BGDA réclamer ses droits. Ce n'est qu'en Guinée qu'on peut voir ça. Et l'État donne combien chaque année? L'État débourse des milliards pour les artistes guinéens. Pour quelle rentabilité? Mais bon, est-ce que ce n'est pas normal aussi? Est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas normal aussi? Pourquoi c'est normal? Je demande si ce n'est pas normal aussi. Non, ce n'est pas normal. Dans un État normal, c'est du gagnant-gagnant. Quelle est la rentabilité des artistes pour l'État guinéen, pour la société guinéenne? Quand tu prends les Sidiki Diabaté, les Wally Seck dont tu as cité, les Youssou N'Dour, ils ont une rentabilité pour le Sénégal. Donc, parce que c'est des ambassadeurs du Sénégal, du Mali, partout où ils vont, ils portent le drapeau de leur pays. Ça, c'est ce qu'on appelle de la rentabilité, de l'investissement immatériel. Même si on ne voit pas, mais sous la conscience des citoyens du monde, ça se sent. Quand vous partez dans certains pays, certains citoyens ne connaissent pas le Sénégal, mais ils connaissent Youssou N'Dour. Et à travers Youssou N'Dour, ils connaissent le Sénégal. On est d'accord? Voilà. Alors, Monsieur Eli Kamano, nous arrivons vers la fin de cette émission. Non, si ça c'est la fin maintenant. Parce que là, voilà, si vous avez un message à adresser juste à ceux qui suivent Soudou TV et l'émission Yewti Dané, nous vous disons vraiment, nous vous donnons la parole. Ben, je vous remercie, hein. Merci beaucoup. Et le combat continue, la lutte continue. N'abandonnons pas, ne baissons pas les bras. Battons-nous pour ce qui est vrai. Battons-nous pour des valeurs qui ont fait de la Guinée ce qu'elle a été dans le concert des nations depuis les indépendances. Battons-nous parce que ce pays a toujours regorgé des fils qui se sont battus et qui n'ont jamais accepté de courber l'échine devant n'importe qui à cause des petites faveurs et à cause des petits privilèges. Aujourd'hui, ils ont transformé notre pays en petit champ, en petit marché où n'importe qui est capable de venir prendre des billets de banque pour se rallier à un système, un régime criminel. Donc battons-nous pour mettre fin à ce régime. Eli Kamano, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci de nous avoir choisis sur Soudou TV. Vous étiez dans votre émission Yewti Dané, donc vous l'avez suivi. Nous avions notre invité. Il s'agit bien sûr de Eli Kamano. Vous l'avez entendu, c'est un artiste international. Donc nous vous disons merci d'avoir choisi Soudou TV. Bonsoir.